Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 20 avril 2011 et je voudrais profiter cet après-midi de faire une autre petite capsule en commençant par le marché de l'or. On voit que dans la nuit de 19 au 20, l'or a atteint 1504 $ l'once. Ce matin, ça s'est passé durant la nuit. Et si vous regardez la courbe de l'or, la charte que vous trouvez sur Internet, vous remarquez qu'il y a eu une chute instantanée de 10 $ l'once pour l'or. Et immédiatement après, il y a eu une montée de 12 $ l'once. Ça veut dire que ce sont des gros clients ou des pays qui ont... ça s'est produit comme ça. Parce que probablement que la vente, ce sont des spéculateurs, parce qu'ils ont jugé qu'ils avaient fait pas mal d'argent et qu'ils ont décidé de liquider ça. Mais leur achat, probablement que c'est un pays, soit la Chine ou l'Inde ou la Russie ou des gros pays comme ça, parce qu'eux autres, ils accumulent de plus en plus de l'or quand ils ont des dollars américains en surplus, parce qu'ils ne veulent plus en garder. C'est ce qui se passe actuellement. Là, j'ai vérifié tantôt, elle est redescendue en bas de 1500, mais là, le seuil psychologique de 1500 est franchi. Elle va continuer allègrement vers le 1600 $ l'once. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois. On ne le sait pas, mais c'est sûr qu'elle va aller à 1600 $ l'once. Parce qu'on dirait qu'il y a toujours des seuils. Comprenez-vous? Quand on change là, de 1500 à 1600, ça prend un petit peu de temps. Maintenant, ça monte comme ça pour 1400 à 1500, ça a pris un bon bout de temps à monter à 1480, 78, là, 80, ça repassait, mais finalement, elle a sauté le cap dans la nuit du 19 au 20 avril. Puis nous autres, en Amérique, ben, c'est la nuit, ça fait que les marchés sont fermés. Et je voudrais revenir sur une autre petite chose, c'est qu'aux USA, l'Université du Texas, en date du 16 avril 2011, a acquis pour 1 milliard d'onces d'or. Pas du papier, là. De l'or physique, la vraie or qui est entreposée dans une voûte à New York. Comme on sait, les universités américaines ont des fondations très, très riches parce que les États-Unis, ça a été... un pays très, très riche. Il y avait beaucoup de compagnies là-dedans qui étaient capables de donner beaucoup aux fondations des universités. C'est comme si on parle d'Harvard. Je ne sais pas comment est-ce qu'il doit y avoir de millions dans la fondation d'Harvard, mais ça doit être énorme. Mais quand des gros marchés ou quand des grosses entités commencent à faire ça, ça veut dire que la confiance en le dollar s'effrite. Parce que le monde a de moins en moins confiance que les Américains vont être capables de payer leurs dettes et qu'ils vont réussir à retourner ça de bord. Fait que le monde se protège en accumulant de l'or. Puis aux États-Unis, il se passe quelque chose là, actuellement là, les mentalités semblent changer. Parce qu'on voit de plus en plus d'émissions sur les canaux réseaux américains, là, les réseaux nationaux, qui retournent en 2008 et qui font des enquêtes approfondies pour savoir ce qui s'est passé. Puis j'en écoutais une cette semaine, là, c'est un reporter américain, on le voit souvent, là. Je ne sais pas si NBC ou CBS, là. C'est pas CNN, c'est un des deux autres réseaux. Il revenait sur les subprimes. Parce qu'il y a une femme qui est avocate, qui, elle, était menacée de perdre sa maison parce qu'elle ne pouvait plus payer. Mais vu que c'était une femme qui est instruite, elle savait comment faire dans le système pour aller chercher des informations sur sa propriété et qu'est-ce qui se passait actuellement à l'intérieur des subprimes aux États-Unis. Elle s'est aperçue qu'il y avait une dame, je ne me souviens plus de son nom, je sais que c'est Green, là. Mettons que c'est Eva Green, qui avait des signatures sur le document, était vice-présidente, je ne sais pas trop de quelle banque, là. C'était signé vice-présidente. Mais en fouillant dans les documents, elle s'est aperçue que le nom d'Eva Green, la signature changeait. Il y avait 4-5 signatures. C'était jamais la même. On dirait que c'était pas le même qui avait signé ça. Fait qu'elle a fait des recherches supplémentaires et elle a réalisé que la dame Eva Green, vice-présidente de telle banque, existait vraiment. Fait que là, c'est là qu'elle a contacté le réseau américain, qu'eux autres ont fait une enquête poussée là-dessus.
Puis là, ils se sont aperçus que il y avait bien de documents là-dedans qu'on peut qualifier aujourd'hui de frauduleux. Parce que quand vous imitez la signature de quelqu'un sur un document, c'est de la fraude. Fait que là, en fouillant dans le système, ils se sont aperçus que les grandes banques avaient engagé une compagnie là, spécialisée dans ces affaires-là là, pour un peu dans le secrétariat général, là, comme il y avait dans le temps là, une compagnie américaine qu'on avait au Canada qui s'appelait Office Overload. Quand tu avais besoin d'une secrétaire, tu appelais là, puis bon, elle arrivait, elle était disponible. Il y en avait des femmes qui faisaient affaire là. Ils disaient, ben, ils ne voulaient pas travailler à temps plein. Ils disaient, ben là, moi, je ferais faire 10-12 heures par semaine, ça ferait mon affaire. Fait que tu appelais là, puis tu envoyais une femme d'Office Overload. Fait que là, en fouillant bien comme il faut dans le système, ils se sont aperçus que la madame Eva Green, c'est vrai qu'il y avait plusieurs signatures. Et il en a retrouvé quelques-uns. Mais la compagnie principale qui était mandatée par les banques, elle engageait un autre sous-traitant. Ça, aux États-Unis, ils appellent ça des sweatshops. Ça, c'est des sweats, ça veut dire sueur. Ça veut dire que c'est du monde qui travaille pour rien, mais comme des nègres la journée. Ils ont retrouvé, il y a un noir là, qui ont parlé, là. Puis lui, il avait 8 piastres et demi de l'heure pour signer Evergreen. Puis il dit, il faudrait que je signe en moyenne 350 documents à l'heure. Fait qu'imaginez-vous. Fait que ça il prenait ces papiers-là, puis il allait devant le juge, il fait authentifier ça pour probablement que c'était pour bénéficier des stimulus que le gouvernement avait voté. Là. Il y avait un paquet de 500 quelques milliards, puis un autre de 700 milliards. Probablement qu'ils voulaient, les banques, il fallait qu'ils aillent chercher l'argent là-dedans. Là. Ça lui prenait des documents, je ne sais pas trop quoi, là, en tout cas. C'était une technicalité, mais qui était illégale. Et les Américains, ben, quand ça s'est arrivé, ils disaient que c'était à cause de le greedy, le Wall Street était trop gourmand, mais il y a bien plus que ça, là, on le voit aujourd'hui, là. Puis je voyais même qu'une autre émission, là, ça c'était CNN, là, qui parlait de Goldman Sachs, là, ils en parlent ouvertement, là, qu'eux autres, ils vendaient des toxicassettes à leurs clients. Ils savaient que c'était pas bon parce qu'ils avaient pris une assurance ils savaient que ça allait s'écrouler, cette affaire-là. Mais ils avaient pris une assurance pour se protéger en vendant ces cochonneries-là, là, parce que quand ça allait s'écrouler, ils savaient bien, eux autres. Puis l'assurance, ben, ils étaient en dessous de ça, là, avec AIG, puis toutes ces compagnies-là. Là, ils en parlent ouvertement sur les grands réseaux nationaux. Là, ils parlent de plus en plus qu'il y a eu de la fraude, puis on parle d'affaires criminelles. C'est sûr, la mentalité est en train de changer aux États-Unis parce que l'économie se dégrade de plus en plus. Que voulez-vous? Fait que là, ils s'aperçoivent que les Américains se sont fait avoir. Et on réalise aussi que les trillions de dollars que les Américains ont mis dans l'économie, ça n'a pas aidé les Américains pantoute. Tout ce que ça a fait, ça a sauvé les banques. Puis eux autres, ben, ils ont continué comme normalement, Wall Street, puis toute cette gang-là, ils ont continué à s'emplir les poches, à donner des gros bonus, puis avec l'argent que les Américains, que le gouvernement américain les a donné. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils ont pris l'argent, mais ils sont débarrassés des dettes. Les dettes, c'est le citoyen américain qui les a, là. Hein? Ils sont à la tête des citoyens américains, probablement qu'ils les payeront jamais, parce qu'ils sont bien trop endettés, ils ne seront jamais capables de payer ça. Et là, je veux faire une petite analogie avec l'Europe. On parle de plus en plus là, du refinancement de la Grèce. Il faudrait refinancer l'Irlande. Il faudrait refinancer le Portugal. Ça, c'est comme je dis toujours. Ils ne peuvent pas payer leurs dettes, c'est impossible. Mais les manias de la finance se font toutes sortes de... les bons de la finance, là... ils font toutes sortes de pronostics à la télévision, là, comme quoi que ça va finir, que ça va marcher. C'est pas vrai, ça ne marchera pas. C'est bien sûr que ça ne peut pas marcher parce que, comme je dis toujours, si tu réduis le déficit des gouvernements, il faut qu'ils coupent dans leurs dépenses. Ça entraîne du chômage, puis bon. À ce moment-là, ils ne pourront pas plus payer leurs dettes, malheureusement. Et ce qui est dommage pour les Européens, c'est qu'ils imitent ce qui s'est passé aux États-Unis. Avec via le FMI, là, la planche à billets, puis envoie par là.
L'Allemagne s'est tenu le corps un peu dur, là, un bout de temps, là, parce que c'est sûr que l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe, que voulez-vous. Il arrêtait mieux de tenir continuer à tenir les affaires, parce que pour tenir le système, là, il n'y a pas 50 solutions, là. Extensionner le problème de même, là, c'est pas comme ça que tu vas régler la situation. La Grèce, ça ne pourra jamais payer ses dettes, l'Irlande non plus, le Portugal non plus, tantôt ça va être l'Espagne, l'Italie, ça va faire une traînée de poudre, ça. Puis quand ils ont été, ils ont dit, bon, il faut aider la Grèce, il faut aider l'Irlande, il faut aider le Portugal. C'est pas le pays que vous aidez, c'est les banques. C'est pas le pays, c'est les banques que vous aidez. Parce que les banques sont mal pris. Quand des banques font des prêts qui n'ont pas de bon sens, des prêts fous, des prêts idiots, des prêts, marquez-les comme vous voulez, mais il faut qu'ils prennent leur pelule. Il faudrait que quelqu'un se décide d'un bon jour de... bon, là, vous avez fait faillite. Là. On vous a assez supporté. Là. Nous autres, vous êtes endettés jusqu'au cou, on n'est plus capable. Faites faillite, clinez votre affaire, puis après ça, revenez nous voir. C'est de même que ça marche. L'euro, moi, tu sais, j'avais confiance en l'euro parce que c'est un très gros marché. Il y a 350 millions d'habitants là-dedans. Puis ça a pris 40 ans, imaginez-vous, à arriver à ça. Mais là, vu que ça ne marche pas bien, bien, tout le monde veut ressortir là-dedans. Mais c'est bien dommage parce que en imitant les Américains, c'est ça qui va arriver. Il y a quelques années, on parlait que peut-être l'euro deviendrait avec la Chine, la Russie, un peu tout le monde, là, deviendrait un peu une monnaie internationale, là, que ça ne s'appellerait pas l'euro, mais l'euro serait là-dedans, puis il garantirait une partie de, appelez-la comme vous voulez, là, la pièce de la planète Mars, là, parce que l'Europe, il y a 350 millions d'habitants là-dedans, là, puis c'est pas le tiers-monde, là. Il me semble que c'est très, très important, puis c'est de valeur, parce que là, tout ce qui a été fait depuis le général de Gaulle puis Adenauer en Allemagne, là, c'est après s'écrouler, cette affaire-là, c'est de valeur. Et des fois, je vois, quand je parlais de Dominique Strauss-Kahn, un gars si brillant, il serait bien mieux s'occuper de l'Europe puis de laisser faire la FMI, là, qui s'arrange avec les autres, eux autres, là, puis structurer l'Europe avec son euro, puis pour que ça marche. Puis là, peut-être que les Chinois seraient peut-être intéressés à participer avec eux autres à peut-être à une nouvelle monnaie, là. Mais c'est sûr que si on laisse faire, là, comme ça se passe là, c'est la Chine qui va prendre le dessus. Malheureusement, c'est ça qui va arriver. La Chine va prendre le dessus, puis les Chinois ne sont pas comme nous autres, là. Je le dis souvent, ça. Nous autres, je le dis souvent, les Américains, on va s'ennuyer d'eux autres. Hein, parce qu'on est un petit peu pareil comme eux autres. C'est ce que je pense aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de monde qui pense ça. Comprenez-vous? Mais là, avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, là, c'est sûr que là, la bourse va remonter. Là, ça, il ne faut pas se fier là-dessus. Là, c'est juste de la spéculation, ça. Ils vont essayer de tenir ça encore un bout de temps. Là, ils vont dire qu'il faudra baisser le déficit américain, puis c'est ci, puis c'est ça. Bon. Mais réduire les déficits, c'est quasiment impossible parce qu'on est trop endetté. C'est ça le problème. Quand vous réduisez le déficit, les gouvernements sont tellement importants dans le système que là, il y a du chômage, puis tout s'écroule. Fait que ce qui va arriver, c'est que probablement qu'il va falloir recommencer à quelque part, sur un bon pied, puis que là, que les dettes du système sont disparues. Puis que malheureusement, ben, que voulez-vous? Sur ça, je vais terminer ma petite capsule en vous disant bonne écoute, merci et à la prochaine.